grandi et est devenu ce que nous utilisons aujourd'hui. Également, quand on parle d'Internet, il y a un certain nombre d'autres protocoles qui sont tout aussi importants. C'est le DNS, d'accord? Donc, le système des noms de domaine. Le DNS, c'est exactement l'équivalent de, pour ceux qui se souviennent de cette belle époque-là, où on utilisait les téléphones conventionnels, il fallait aller regarder en fait dans le gros annuaire téléphonique et rechercher le nom de la personne pour pouvoir avoir son numéro de téléphone. Aujourd'hui, grâce au téléphone portable, on enregistre directement les numéros de téléphone dans nos répertoires téléphoniques qui sont directement dans les téléphones. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est parce qu'on n'est pas capable de pouvoir garder tous ces chiffres-là. C'est parce qu'on n'est pas capable de garder tous ces numéros qu'on est obligé de se référer au répertoire téléphonique. Et qu'est-ce qu'on fait en général? On enregistre un numéro sous un nom. D'accord? Donc, après peut-être 2 semaines, 1 mois plus tard, vous avez besoin d'appeler la personne, vous vous souvenez de son nom, mais ce n'est pas évident que vous vous souveniez de son numéro de téléphone. Et vous rentrez dans votre répertoire téléphonique, vous recherchez le nom de la personne et vous lancez l'appel. Mais ce n'est pas le nom qui est utilisé. Le nom n'a de signification que sur votre téléphone. C'est le numéro de téléphone qui va être récupéré et qui va être lancé et qui va être envoyé au réseau pour établir la connexion. Le DNS, c'est exactement ça. Vous avez très bien expliqué Internet tout à l'heure. C'est vraiment plusieurs machines qui sont interconnectées. Mais justement, j'ai parlé du protocole TCP/IP qui est le plus important des protocoles de l'Internet, qui a d'ailleurs fait son succès, le succès de l'Internet. Et ce TCP/IP a besoin de ce qu'on appelle une adresse IP. On va voir ça tout à l'heure, une adresse IP qui est à peu près comme les numéros de téléphone comme vous les connaissez. Seulement que ce n'est pas par chaque pays et chaque réseau qui définit ses adresses IP sur Internet. Non. Sur Internet, il y a vraiment une harmonisation. On va le voir également tout au long de la présentation. C'est une gestion mondiale des adresses IP qui est faite, d'accord, pour ce qu'on appelle en tout cas les adresses IP publiques qui sont utilisables sur Internet. Il y a d'autres types d'adresses IP qu'on peut utiliser dans nos petits réseaux qu'on conçoit à la maison ou dans nos entreprises. Mais pour aller sur Internet, il y a vraiment une catégorie particulière d'adresses IP qu'on appelle des adresses IP publiques. Et ça, c'est géré au niveau mondial. Ce n'est pas juste géré dans chaque pays, comme par exemple pour les numéros de téléphone que gèrent généralement les autorités de régulation. Il y a le protocole qu'on appelle HTTP, qui est le protocole donc, pour le web, d'accord, qui est relativement récent. Il a à peine une trentaine d'années, donc c'est les années 90, le World Wide Web. Mais aujourd'hui, il est devenu un protocole incontournable parce que toutes les pages web que vous visitez aujourd'hui, c'est grâce au HTTP. Si le HTTP n'était pas né, franchement, ça aurait été difficile d'arriver à cette diversité de services, à cette diversité de sites web que nous avons aujourd'hui sur Internet. L'autre chose qui est vraiment intéressant et qui a fait la force de l'Internet aussi, c'est justement qu'il n'y a pas de contrôle centralisé. Donc, aucune entité n'a le monopole aujourd'hui de prétendre être, je vais dire, le gendarme ou la police de l'Internet ou même le gouvernement de l'Internet ou le président de l'Internet, si on peut dire ça comme ça, et décider donc d'éteindre l'Internet, même s'il y a parfois certains fantasmes ou certaines histoires un peu, je vais dire, fantaisistes, qui font croire qu'il y a de ce type d'organisation ou d'entités qui ont autant de monopoles. C'est vrai, il y a parfois des incidents qui surviennent et on se dit attention, où il y a certains, je vais dire, certains événements qui se produisent et on se dit attention, cette organisation-là peut avoir une certaine grande influence sur Internet. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas une entité qui ait le monopole absolu sur l'Internet. Internet est ouvert et accessible pour tout le monde. Maintenant, par contre, comme on l'a dit, c'est une interconnexion de plusieurs réseaux. D'accord? On va voir tout à l'heure aujourd'hui combien de réseaux qui sont interconnectés. Vous allez voir que c'est assez fabuleux. Chacun de ces réseaux est géré vraiment de façon autonome. D'accord? Donc, chaque réseau qui décide librement de s'interconnecter à Internet
continuent d'être gérés de façon autonome. D'ailleurs, on va voir que pour identifier les réseaux, c'est avec un numéro qu'on appelle un numéro de système autonome. Pourquoi on l'appelle numéro de système autonome? Parce qu'il permet d'identifier un réseau qui est géré de façon autonome par une entité. On va voir tout à l'heure, par exemple, un certain nombre de réseaux qui sont au Mali et qui sont interconnectés à Internet, mais qui continuent d'être gérés de façon autonome. Donc, mon réseau, mes règles. Mais bien sûr, dans une certaine limite de la régulation, parce que ce n'est pas parce que c'est votre réseau que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non, il y a toujours un cadre réglementaire qui régit un peu le fonctionnement des communications électroniques, des réseaux et tout ça dans chacun des pays. Donc, il y a toujours quand même une certaine régulation, mais vous avez la main mise sur votre propre réseau, c'est vous qui le gérez. D'ailleurs, c'est vous qui pouvez décider si vous éteignez votre réseau ou pas, je pense. Voilà. L'autre chose vraiment intéressante aussi qui a fait la force de l'Internet, c'est que depuis le départ, le réseau s'est voulu être vraiment ouvert. D'accord? Donc, n'importe qui pouvait venir et apporter une certaine innovation, donc innover. N'importe qui peut venir proposer, d'accord, de nouvelles façons de faire sur Internet tant qu'il démontre que c'est bénéfique et que c'est faisable. Eh bien, la communauté scientifique en discute et puis voilà, on peut l'adopter comme norme. De l'autre côté aussi, en termes de services, vous pouvez aller sur Internet et proposer vos services. Il y a beaucoup de e-commerce aujourd'hui qui se sont développés grâce à Internet. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'une certaine autorisation d'une entité particulière pour pouvoir aller développer des services ou proposer des services sur Internet. Après, oui, il y a un certain cadre réglementaire dans certains domaines, etc., etc. Mais le principe fondamental, c'est vraiment, l'esprit fondamental était que Internet doit rester ouvert. Et c'est d'ailleurs le combat de Internet doit rester ouvert continue jusqu'à aujourd'hui. Des entités comme ISOC continuent fermement de promouvoir un Internet ouvert, accessible à tous. ICANN également, et on le verra, beaucoup d'autres organisations. Et la confiance est vraiment le principe fondamental. Donc, dès le départ, c'était vraiment un réseau basé sur la confiance. C'était beaucoup plus des universitaires, c'est vrai, qui ont eu la charge donc, de conduire l'implémentation du fameux ARPANET, d'accord? Le fameux ARPANET qui est reconnu comme l'ancêtre de l'Internet, qui était donc un projet du département américain de la défense et donc qui a permis d'interconnecter 4 universités à l'époque aux États-Unis. Donc, c'était en décembre 69, il y a maintenant un peu plus de 50 ans, 52 ans bientôt. Et puis, aujourd'hui, quand on regarde un peu, quand on fait je vais dire, un bilan, d'accord, il a fallu 50 ans pour interconnecter un peu plus de la moitié de la population du monde. Donc, un peu plus de la moitié de la population du monde a vraiment accès à Internet aujourd'hui. Et c'est grâce à beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu énormément d'efforts qui ont été fournis par des organisations comme ISOC, par exemple, qui continuent donc de promouvoir le développement de chapitres au niveau de pays locaux. Et je sais que ISOC Mali est, par exemple, l'un des chapitres extrêmement actifs sur le continent africain. Bravo pour tout ce que vous faites. Et c'est vraiment ce dont nous avons besoin pour que donc, Internet puisse, au niveau du continent, puisse rayonner et puisse permettre également d'atteindre ce qu'on appelle les objectifs de développement durable aujourd'hui, par exemple. Il y a trois liens que j'ai mis en bas là qui sont vraiment intéressants. Je vous les recommande énormément si vous voulez en savoir davantage sur l'histoire de l'Internet. Il y a certains qui sont juste des pages et il y a d'autres qui sont vraiment des documents. C'est vraiment intéressant. Le troisième, c'est, je pense, une quarantaine de cartes qui permettent donc, enfin, qui ont permis de narrer les moments clés de l'histoire du développement de l'Internet. Franchement, n'hésitez pas à y faire un tour dès que vous en aurez la possibilité. Je vais partager les liens dans le chat tout à l'heure. Alors, entre décembre 69 et aujourd'hui, on a plus de 100 000 réseaux qui sont interconnectés
qui forment donc ce vaste Internet que nous connaissons aujourd'hui. Et chacun de ces réseaux-là, figurez-vous, produit ou fournit une multitude de services. D'accord? Parce que généralement, quand vous êtes un réseau que vous vous interconnectez à Internet, c'est pour bénéficier des services des autres réseaux, mais c'est également pour fournir des services à l'ensemble, enfin, à une partie ou à l'ensemble des autres réseaux. D'accord? Et là, je n'ai mis qu'une petite, vraiment une infime partie de tout ce que vous connaissez comme service aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un peut intervenir pour nous dire où vous en êtes au niveau du Mali, par exemple, pour ce qui concerne la digitalisation ou ce qu'on appelle la dématérialisation des services publics. Je sais qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont commencé par aborder cette pente-là. Chez moi, au Bénin, par exemple, il y a beaucoup de services citoyens qu'on peut demander en ligne depuis vraiment je vais dire c'est très récent, hein, les 2 dernières années. On peut demander, bon, le passeport, c'était un peu plus vieux déjà, il y a quand même plus de 5-6 ans. On peut demander son acte de naissance en ligne, on peut payer ses factures en ligne, on peut faire quoi? On peut faire les transactions mobile money vers son compte bancaire et de son compte bancaire vers son compte mobile money. On peut consulter les médecins en ligne, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de services qui sont disponibles désormais en ligne. On peut payer ses taxes. Les impôts, on peut les payer en ligne. On peut payer certaines taxes douanières ou certaines taxes liées aux véhicules, etc. On peut les payer en ligne ou par mobile money, etc. Donc, il y a vraiment une certaine flexibilité dans les services qui sont offerts aux utilisateurs. Et bien sûr, vous connaissez beaucoup d'autres services qui, eux, sont, je vais dire, à portée mondiale. Google, PayPal, donc le paiement électronique en ligne. Vous pouvez acheter en étant chez vous et puis vous achetez, je ne sais pas, depuis les États-Unis ou en France, vous fournissez une adresse de livraison, vous souscrivez à un service de livraison et puis la marchandise vous arrive jusqu'à destination. Vous pouvez suivre des cours en ligne désormais. Vous pouvez suivre beaucoup de vidéos en ligne. Bref, il y a tellement de services aujourd'hui que parfois on en est même fatigué. Vous pouvez faire du streaming et tout. Et chaque jour, il y a toujours plusieurs services qui naissent. Donc, c'est vraiment un réseau qui est extrêmement dynamique. Et on va essayer de voir maintenant comment est-ce que du point de vue technique, du point de vue technologique, on a pu permettre donc je vais dire, l'établissement d'une telle infrastructure qui a permis donc un tel essor. Je vais passer cette étape, mais il y a un élément qu'on appelle donc les identifiants d'Internet. D'accord? Les identifiants d'Internet, en fait, c'est des éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, lorsque je faisais l'allusion ou l'analogie au téléphone. Sur le réseau téléphonique, on identifie chaque abonné par un numéro de téléphone. D'accord? Donc, sur Internet, les identifiants qui sont utilisés sont divers. Il y a plusieurs identifiants. Tout comme d'ailleurs, quand on prend les grands, enfin, au niveau mondial, les réseaux téléphoniques, il y a par exemple l'indicatif du pays qui permet donc de savoir de quel pays on parle. Et puis à l'intérieur, on va voir ensuite, il y a le plan de numérotation, si c'est le mobile ou si c'est le fixe, etc., etc. Ici, sur Internet, il y a, on va dire, 4 grands identifiants. Il y a les noms de domaine. Tout à l'heure, quand je parlais, j'expliquais que quand vous voulez enregistrer, par exemple, un numéro dans votre répertoire, vous y associez généralement un nom. D'accord? Donc, la même problématique s'est posée sur Internet. Au fur et à mesure que le réseau grandissait, très tôt, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas garder les adresses IP en tête. D'accord? Donc, il faut plutôt associer des noms à chaque machine. Mais il faudra donc un système qui va faire la translation entre le nom et l'adresse IP ou le numéro de la machine. C'est comme ça que les noms de domaine sont nés et continuent d'exister aujourd'hui. Les numéros de système autonome, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est plus de 100 000 réseaux qui sont interconnectés pour être Internet que nous connaissons aujourd'hui. Donc, chacun de ces réseaux-là est identifié en fait par ce qu'on appelle un numéro de système autonome. D'accord? Les adresses IP sont donc les adresses de chaque élément qui est connecté au réseau.
D'accord? Donc, comme par exemple, lorsque vous avez votre cellulaire, votre téléphone mobile, il faut forcément acheter une carte SIM, une puce, qui a un numéro de téléphone que vous allez mettre donc, dans votre téléphone. Lorsque vous vous connectez à un réseau, que ce soit en Wi-Fi ou en câble, vous allez vous-même manuellement rentrer une adresse IP ou bien le réseau est déjà configuré de façon automatique pour vous assigner une adresse IP. Parce que sans l'adresse IP, malheureusement, vous ne pouvez pas être identifié sur le réseau et vous ne pouvez donc pas échanger du trafic sur ce réseau-là. Et un autre identifiant un peu plus, je vais dire, un peu plus micro, c'est l'adresse MAC, Medium Access Control. L'adresse MAC, en fait, permet d'identifier le type de matériel physique. D'accord? Donc, comme par exemple, lorsque vous avez un ordinateur et que vous le connectez, soit par la carte Wi-Fi ou par le câble réseau, donc votre carte Wi-Fi a en fait une adresse MAC. D'accord? Cette adresse MAC-là permettra d'identifier la carte Wi-Fi de votre ordinateur. D'accord? Mais votre ordinateur lui-même va recevoir une adresse IP. D'accord? De la même manière, si vous branchez votre fil, le câble réseau sur votre carte réseau également, la carte réseau a également une adresse MAC. Votre téléphone a également une adresse MAC, que ce soit un téléphone 4G ou 3G, d'accord? L'antenne qui permet de vous connecter au réseau de l'opérateur a une adresse MAC. L'antenne qui permet de se connecter, ou en tout cas le dispositif qui vous connecte au Wi-Fi, par exemple, depuis votre téléphone, a aussi une adresse MAC, etc., etc. Et il peut avoir, donc, comme l'ordinateur, qui peut avoir plusieurs adresses MAC parce qu'il a plusieurs équipements, d'accord, qui sont de divers fabricants. Donc, quand vous prenez un PC HP, je ne fais de publicité à personne, quand vous prenez un PC HP, ça ne veut pas dire que la carte Wi-Fi est HP, par exemple. La carte Wi-Fi peut provenir d'un autre fabricant. La carte réseau filet peut aussi provenir d'un autre fabricant. La webcam va provenir d'un autre fabricant, etc., etc. Et il y a un intéressant document dont je vais vous partager également le lien plus tard, qui est juste en dessous, qui retrace en fait l'histoire des identifiants uniques de l'Internet depuis les années 67. Et ce qui est intéressant, vous allez voir ce qu'on utilisait avant les adresses IP, par exemple, parce que les adresses IP, c'est le début des années 80, mais avant les années 80, on utilisait aussi déjà des adresses, d'accord, qu'on appelait les adresses Internet. Et avant ça, il y avait aussi d'autres identifiants, et c'est vraiment intéressant de parcourir ce genre de documents et de voir donc d'où est-ce qu'on est parti et comment est-ce que on fonctionne aujourd'hui pour donc être à un niveau où on parle d'identifiant unique, parce que chaque ordinateur doit vraiment être unique sur le réseau. Il ne faut pas que, imaginez que deux personnes dans un réseau téléphonique aient le même numéro de téléphone. Ça va être catastrophique, ça va être problématique. C'est la même chose sur Internet. Donc, chaque ordinateur qui est connecté doit recevoir une adresse IP qui est unique. En tout cas, connecté à Internet, encore une fois, connecté à Internet. Et donc, on va dire que de façon globale, les identifiants uniques de l'Internet permettent de nommer et de numéroter les différentes ressources qui sont connectées à Internet. Ça peut être des ordinateurs, ça peut être des équipements réseau, ça peut être autre chose. Tant qu'il est connecté à Internet, ça peut être aujourd'hui les IoT, les objets connectés, d'accord? Vous avez des montres qui sont connectées, vous avez des capteurs qui sont connectés, etc., etc., d'accord? Je voyais une main levée, je suppose que c'était peut-être pour une question. Non? D'accord. Bon, ça c'est comment est-ce que les adresses MAC sont conçues, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça c'est un tout petit peu technique. Par contre, pour les adresses IP, c'est quand même intéressant de faire un petit arrêt ici. Il y a deux catégories d'adresses IP aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les adresses IP V4 et les adresses IP V6. Alors, les adresses IP V4 sont plus vieilles, mais à cause de la façon dont Internet grandissait, justement, il y avait plus, enfin, on entrevoyait déjà une pénurie d'adresses IP.
C'est exactement le même problème qu'il y a eu dans les réseaux téléphoniques où à un moment donné, le plan de numérotation a dû changer. Je suis sûr que chez vous au Mali, et je sais que chez vous au Mali, il y a eu ça parce que chez nous au Bénin, lorsqu'on a voulu le faire, des experts du Mali étaient venus parce que vous avez un peu plus d'expérience. Bon, ça, c'est dans ma vie antérieure au moment où j'étais chez l'opérateur national pendant quelques années au début de ma carrière. Donc, c'est exactement la même problématique. IPv4 continue d'exister, mais l'Afrique est le seul continent sur lequel on a encore un peu de ressources IPv4. Et je sais que Bakary travaille, milite aussi beaucoup et j'espère que je sais que beaucoup de Maliens aussi s'intéressent à la gestion des adresses IP publiques au niveau du continent africain. C'est très bien ce que nous faisons tous et bonne continuation. Donc, à un moment donné, les gens ont dit, attention, le réseau est tel qu'il est en train de grandir et le stock d'adresses IPv4 qui existe, qui peuvent techniquement permettre d'adresser les machines ne sera pas suffisant. Il faut qu'on développe un nouveau protocole qui présente ou qui dispose de plus d'adresses IP. Et c'est comme ça que IPv6 est né. D'accord? Malheureusement, l'adoption de IPv6 continue d'être un peu lente, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. J'en parlais déjà tout à l'heure, les adresses IP qu'on peut utiliser au niveau local sont les adresses IP privées, d'accord? Donc, vous pouvez utiliser les adresses IP privées dans votre réseau à la maison, dans votre réseau au bureau, sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Mais par contre, lorsque vous voulez aller sur Internet, il vous faut ce qu'on appelle des adresses IP publiques. Et si vous êtes un opérateur ou si vous êtes un numéro de système autonome, donc vous devez avoir vos propres adresses IP publiques et il faut aller auprès d'une entité au niveau africain qu'on appelle Afrinic pour obtenir donc ces adresses IP publiques-là. Et aujourd'hui, donc par exemple au Mali, vous avez Orange Mali qui est identifié par le numéro de système autonome 30985. La Sotelma qui est aussi un réseau, je pense que c'est le réseau, c'est l'opérateur national qui est bien la Sotelma, il me semble. Donc, qui est Oui. identifié par, merci, l'AS 21271. Et puis, l'autorité de régulation, par exemple, qui a son propre réseau, d'accord, qui a son propre ASN, qui est le 37776, d'accord. Et le graphe de droite, en fait, montre un peu l'évolution de l'assignation des numéros de système autonome à travers le temps. Et vous allez voir que vraiment, entre 2005 ou 2010 et aujourd'hui, il y a eu vraiment une flambée. En 2010, on était autour de 40 000 adresses, numéros de système autonome. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 105 000 numéros de système autonome qui sont assignés. Donc, ces 10 dernières années, il y a eu vraiment un grand boom en termes de réseaux qui se sont interconnectés à Internet. Tout simplement parce que pendant les 30 précédentes années, Internet s'est présenté comme étant, on va dire, l'alternative ou en tout cas la solution pour offrir une infrastructure mondiale innovante et qui est accessible vraiment à tout le monde. C'est vrai que dans l'histoire, on se rendra compte que le gouvernement américain, au début des années 90, a joué un rôle extrêmement important dans le développement de cet Internet-là, dans le boom, dans l'ouverture de cet Internet-là. Je vous invite d'ailleurs à aller suivre un cours qui est produit et délivré par ISOC, d'accord, je pense que Bakary va vous en dire un peu plus, qui retrace en fait l'histoire de l'Internet et qui nous prépare un peu au challenge de son avenir. Je vous exhorte vraiment à aller suivre ce cours-là, il est vraiment très intéressant. Histoire de l'Internet, Internet, histoire et avenir, je pense, je me souviens plus trop bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de DNS. On en a déjà brièvement parlé. Au cours d'une autre présentation, on va certainement parler un peu plus de façon détaillée du DNS. Le routage également, c'est vraiment un principe important. On a dit tout à l'heure que des réseaux doivent s'interconnecter, d'accord? Mais quand vous voulez vous interconnecter, il faut vous parler, il faut vous assurer que vous vous comprenez.
et que vous êtes tous les deux d'accord que vous voulez vous interconnecter de façon réciproque. Donc, il y a deux méthodes fondamentales qu'on utilise quand on parle de routage sur Internet. Il y a ce qu'on appelle le peering et le transit. Pardon, et le transit. Le transit, c'est généralement un fournisseur qui va, un fournisseur peut-être entre griffes petit, qui va payer un autre fournisseur qui est plus grand, d'accord, pour acheminer son trafic vers l'ensemble de l'Internet. Donc, voyez ça comme un opérateur intermédiaire de transport pour pouvoir aller sur le grand Internet, pour pouvoir acheminer son trafic sur le grand backbone de l'Internet. Alors que le peering, c'est vraiment une interconnexion locale entre des opérateurs au niveau local. On parle généralement, par exemple, de points d'échange Internet où on fait du peering. C'est les opérateurs locaux qui acceptent de s'interconnecter parce qu'il y a du trafic qui va être échangé rapidement entre eux. Les deux ont leurs avantages et leurs contraintes, etc., etc. Mais bon, on ne va pas vraiment entrer dans les détails. Un autre élément très important, donc, petite parenthèse rapide, si vous êtes curieux de connaître votre ASN, par exemple, donc le numéro de système autonome de l'opérateur qui vous fournit votre connexion Internet, vous pouvez aller donc sur ce lien-là, whatismyasn.org, et puis vous aurez donc le numéro de système autonome et le nom de l'opérateur, etc., etc. D'accord? Donc, je disais tout à l'heure qu'un autre élément, tout comme on avait dit que TCP/IP, HTTP, DNS, d'accord, sont des protocoles très importants lorsqu'on parle du développement de l'Internet. Il y a une autre technique également qu'on appelle Anycast, qui est, je ne vais pas développer ça, mais retenez que c'est une technique importante pour assurer donc la haute disponibilité des services, d'accord? Pourquoi? Parce que on a expliqué tout à l'heure que chaque ordinateur ou chaque ressource qui est connectée au réseau a une adresse IP et qui doit être unique. D'accord? Mais pour pouvoir assurer la haute disponibilité, imaginez que vous avez besoin d'un service, d'accord, qui est disponible uniquement sur un seul ordinateur, donc une seule adresse IP, et que cet ordinateur tombe en panne. Ça veut dire que l'ensemble de l'Internet ne pourra plus avoir accès à cet ordinateur-là, à cette ressource-là. Donc, Anycast est une technique qui va permettre de pouvoir rendre disponible le même service à plusieurs endroits différents, d'accord, géographiquement, mais en gardant la même adresse IP. Donc, l'utilisateur verra une seule adresse IP, mais en fait, physiquement, réellement, sur l'Internet, c'est plusieurs serveurs, c'est plusieurs ordinateurs qui disposent de cette même adresse IP-là. Et en fonction donc de votre localisation, le plus proche de vous va prendre votre requête et va la traiter. D'accord? Donc, c'est une façon en fait de rendre le contenu plus proche des utilisateurs et de faciliter, d'accélérer donc les réponses pour ceux qui ont besoin d'accéder donc à des ressources données sur Internet. On va voir maintenant comment est-ce que les identifiants, les fameux identifiants uniques de l'Internet sont distribués. Donc, on avait parlé des adresses MAC. C'est un organisme qu'on appelle l'IEEE qui gère ça à son niveau. Donc, chaque équipementier va s'adresser à l'I3E pour demander donc l'autorisation et demander donc l'adresse MAC qu'elle peut utiliser. Bon, il y a une façon de formuler l'adresse MAC, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est la première moitié qui est assignée par l'I3E et puis l'équipementier lui-même va identifier chacun de ces équipements qu'il produit donc en modifiant la deuxième moitié de l'adresse MAC. Tout comme par exemple, on va fournir à un opérateur un préfixe et puis l'opérateur va maintenant commencer par incrémenter les numéros à l'intérieur de ce préfixe-là pour pouvoir donc produire les numéros de téléphone pour les puces. C'est à peu près le même principe. Pour ce qui concerne les adresses IP V4 et V6, il y a 5 entités dans le monde, d'accord, qui reçoivent donc de gros blocs d'adresses IP et de numéros de système autonome d'une entité centrale qu'on appelle l'IANA, d'accord, qui est une fonction de l'ICANN. Donc, c'est l'IANA qui va délivrer à chacune de ces 5 organisations-là. Les 5 organisations, en fait, gèrent une partie du monde. Donc, pour l'Afrique et
L'Afrique, par exemple, est une autre petite partie en bas de l'Afrique, c'est Afrinic qui gère ça, d'accord? Pour l'Asie-Pacifique, c'est Apenic qui gère ça. Pour l'Amérique latine, c'est LACNIC. Pour l'Europe, c'est RIPNCC et pour l'Amérique du Nord, c'est ARIN. Donc, il y a 5 organisations, on va les voir tout à l'heure, et elles reçoivent donc de gros blocs d'adresses IP publiques, d'accord, auprès donc de l'IANA. Et à leur tour, elle distribue maintenant aux différents opérateurs qui en ont besoin dans leur région. Pour les noms de domaine, il y a aussi une façon particulière de gérer l'assignation ou ce qu'on appelle en tout cas l'attribution des noms de domaine dans cette partie-là. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails au niveau donc, des noms de domaine. Donc, comme je le disais, l'IANA, c'est Internet Assigned Numbers Authority, d'accord? Et pour la petite histoire, l'IANA ne gère pas que les adresses IP et les numéros de système autonome. Pour ceux qui sont techniciens parmi vous ici, vous connaissez certainement les numéros de port de protocole. Quand on dit HTTP, c'est le port 80. Quand on dit SSH, c'est le port 22. Quand on dit FTP, c'est le port 21, etc. SSL, c'est 443, etc. C'est aussi l'IANA, en fait, qui gère la table des ports, d'accord? La table des ports et qui attribue, donc, au fur et à mesure que l'IETF en a besoin. Donc, c'est l'IANA qui gère vraiment les identifiants de l'Internet, que sont les adresses IP, les numéros de système autonome et les numéros de port de protocole. D'accord? Donc, voilà un peu une représentation schématisée de cette distribution des adresses IP. Donc, tout part de l'IANA en haut à gauche, d'accord? Et l'IANA va donc attribuer à chacun des 5 registres dont j'ai parlé tantôt, ARIN, LACNIC, AFRINIC, RIPNCC et APENIC. À leur tour, chacun de ces 5 registres Internet, d'accord, vont dans leur région respective. Donc, pour ce qui nous concerne, c'est AFRINIC. D'accord? Donc, qu'un opérateur du Mali ou qu'un opérateur du Bénin ou du Tchad, parce que je vois Abdel Jalil qui est connecté, donc qu'un opérateur de ces pays-là ait besoin d'adresse IP, il va s'adresser à Afrinic. D'accord? Que ce soit un opérateur de la Côte d'Ivoire, il va s'adresser à Afrinic. Avant Afrinic, donc avant 2005, d'accord, on devait aller soit aux États-Unis, donc la région ARIN, soit dans la région Asie-Pacifique. Et c'était vraiment difficile, c'était compliqué. Donc, la gestion des adresses IP aussi a été un frein à l'essor, au développement de l'Internet en Afrique. Et d'ailleurs, on a vu quand même que depuis qu'Afrinic est né, on a vu que les numéros de système autonome, les réseaux, d'accord, en Afrique, je vais dire sans fausse modestie en tout cas, qui a eu une certaine accélération dans leur multiplication. Et donc, les fournisseurs d'accès à leur tour vont maintenant distribuer les adresses IP ou assigner les adresses IP de façon temporaire la plupart du temps aux utilisateurs dans les foyers, dans les maisons, ou à nous, utilisateurs lambda, qui achetons les forfaits Internet chez nos opérateurs et qui activons notre connexion de data et qui naviguons via le réseau de l'opérateur. C'est parce qu'on a reçu une adresse IP publique. Donc, comme je l'ai dit, pour les noms de domaine aussi, il y a toute une façon de les gérer. Mais l'idée ici, vraiment, retenez que c'est vraiment hiérarchisé et c'est, je vais dire, c'est bien documenté. On sait qui doit faire quoi, qui fait quoi. Il y a des politiques qui sont définies, qui sont élaborées et qui sont mises en œuvre pour que tout ça reste de façon, je vais dire, harmonisée et continue d'être bien orchestré dans le temps. D'accord? C'est vraiment quelque chose de fondamental et il y a des communautés, comme on le disait tout à l'heure pour Internet, au niveau de Afrinic. Donc, il y a des communautés, quand on parlait des adresses IP pour l'Afrique, donc il y a des communautés au sein desquelles vous pouvez militer, vous pouvez avoir un droit de regard sur la façon dont tout ça est géré et porter votre opinion sur des politiques qui veulent être élaborées ou qui veulent être adoptées, etc. Vous pouvez réfléchir ensemble dessus parce que c'est vraiment un travail communautaire, c'est un travail qui nécessite que tout le monde contribue.
Ne pensez pas que Internet, c'est juste certaines personnes qui travaillent et puis nous, on doit utiliser. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. D'accord? Sinon, on va juste rester d'éternels consommateurs. Alors, ceux qui font fonctionner l'Internet maintenant, donc il reste quelques slides et puis on a presque fini. On va voir quelques acteurs majeurs, d'accord, donc du fonctionnement de l'Internet. Il y en a beaucoup aujourd'hui et croyez-moi, chaque année encore, régulièrement, il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent en fonction des thématiques, en fonction des besoins, en fonction de l'actualité, de la technologie, de l'évolution, etc., etc. Il y a parfois des organismes, des entités qui voient le jour. Donc, il y en a beaucoup, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais ICANN, qui est donc Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, comme on l'a déjà un peu vu tout à l'heure, coordonne, d'accord, le développement ou en tout cas la gestion, d'accord, des identifiants uniques de l'Internet. D'accord, coordonne la gestion des identifiants uniques de l'Internet, les adresses IP publiques, V4 et V6, les numéros de système autonome, les numéros de port de protocole. D'accord? Et en plus de ça, ICANN gère également la racine du DNS. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on ne va pas rentrer dans DNS en détail parce que ça aussi, c'est toute une longue discussion. Mais retenez que ICANN gère la racine du DNS qui est l'élément central, donc la porte d'entrée de l'espace de nommage de ce fameux DNS. Vous connaissez facebook.com, vous connaissez group.ml, vous connaissez le point ML lui-même, le point BJ chez moi, le point TD au Tchad, le point CI en Côte d'Ivoire, le point COM pour le commercial, le point Africa. Aujourd'hui, on a un point Africa depuis quelques années. D'accord? Donc, tout ça là est justement géré, défini au niveau de ce qu'on appelle la racine du DNS. D'accord? Et si le point Africa est né, par exemple, il y a quelques années, c'est parce qu'au niveau donc, de ICANN, on a voulu diversifier un peu. Donc, c'est ce qu'on appelle les noms de domaine de premier niveau. D'accord? Et c'est comme ça donc que le point Africa est né. Aujourd'hui, vous avez même le point Amazonie, vous avez le point Joburg, le point Paris, le point Académie, le point Hôtel, etc., etc. Alors que tout ça n'existait vraiment pas avant de façon globale. Il y a également des entités comme ISOC, Internet Society, qui travaillent beaucoup au niveau aussi bien technique, d'accord, qu'au niveau du développement des politiques, d'accord, pour que Internet continue d'être ouvert, accessible à tous. Il y a les registres Internet régionaux, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et ils ont leur fonction spécifique qui est donc de gérer au niveau de leur région les adresses IP publiques et les numéros de système autonome. Il y a également d'autres opérateurs qu'on appelle les opérateurs de serveurs racines au niveau du DNS. Il y a l'IETF, donc l'Internet Engineering Task Force. C'est là-bas que les protocoles sont définis, par exemple. Quand on dit HTTP, comment est-ce que vous codez le HTTP, tout ça, ça a été défini au niveau de l'IETF. Quand on dit SSH et que vous lancez le protocole SSH et que vous arrivez à vous interconnecter à un autre équipement distant, c'est grâce en fait aux travaux qui sont effectués au niveau de l'IETF. Quand on parle du SSL ou du TLS pour sécuriser donc le HTTP, c'est à cause des travaux qui sont faits au niveau de l'IETF. Quand on parle de UDP, quand on parle de TCP, tout ça, c'est les travaux qui sont faits au niveau de l'IETF qui permettent donc cette dynamique au niveau technique, d'accord, de l'Internet. Et ils ne cessent de travailler énormément. C'est vrai que pour aller à l'IETF, c'est un peu compliqué. Il faut avoir un certain bagage technique et tout ça. Mais des entités comme ISOC travaillent justement à pousser l'Afrique à être un peu plus présente, par exemple, au niveau de l'IETF. Il y a beaucoup d'autres organismes, pour chacun un organisme, chacun ce qui le concerne dans son domaine de compétences, donc apporte sa pierre à l'édifice donc pour le fonctionnement et la coordination
donc du fonctionnement de l'Internet. Et comme on l'avait dit également, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait et qui n'est pas forcément directement visible. D'accord? C'est les politiques, l'élaboration des politiques, leur application, leur adoption. Il y a beaucoup de travail également qui se fait à ce niveau-là. Et vous allez voir plusieurs organismes également, les Nations Unies. Aujourd'hui, on parle des forums pour la gouvernance d'Internet, la propriété intellectuelle, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union internationale des télécommunications, comment ça s'appelle, l'UNICEF pour les droits des enfants sur Internet, d'accord, l'UNESCO, la culture. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organismes aussi qui travaillent vraiment au développement des politiques, d'accord, pour que Internet continue de fonctionner. Et je fais un petit arrêt particulier sur l'IETF parce que l'IETF a une mission spéciale qui est vraiment très importante. Sa mission est de faire fonctionner Internet en fait en produisant des documents techniques, d'accord, des documents techniques de très haute qualité, parce que c'est dessus que les équipementiers vont se baser pour fabriquer les équipements, justement. Quand vous vous connectez à votre, bon, là je parle vraiment aux techniciens, quand vous vous connectez à votre serveur par SSH, ou même je parle à n'importe qui, quand vous prenez le câble réseau et que vous le branchez dans n'importe quel réseau et que vous avez la connexion Internet, c'est parce que plusieurs ingénieurs de l'IETF ont travaillé pour normaliser les choses, pour standardiser les choses et les équipementiers n'ont fait que suivre les normes qui ont été définies au niveau de l'IETF pour les implémenter dans leurs équipements. De la même manière, quand un réseau doit être mis en service, il faut suivre des règles, il faut suivre des standards, il faut suivre des normes, il faut le configurer d'une certaine manière pour que le réseau puisse rendre le service pour lequel il a été développé. Tout ça doit être suivi, je vais dire, doit être fait dans un cadre donné, technique. Et c'est ce cadre technique-là que développe donc l'IETF. Donc, la façon dont les équipements vont être configurés, vont être interconnectés. Comment est-ce que vous pouvez interconnecter un équipement Huawei à un équipement Ericsson ou à un équipement Cisco? Je ne fais pas de publicité à quelqu'un, mais c'est juste pour donner quelques exemples. Tout ça, c'est parce que l'IETF a défini des standards, des bonnes pratiques qui sont maintenant suivis par ces équipementiers-là pour produire les différents réseaux que nous connaissons aujourd'hui. L'IETF a sa façon spéciale de travailler, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Ce qui est assez intéressant et assez drôle à la fois, c'est que tout commence par « Ah, vous avez une belle idée là, d'accord? » Donc, quelqu'un interjette juste avec une idée qu'il a et puis voilà, c'est comme ça que les travaux commencent à l'IETF. Et puis voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Et puis à la fin, c'est juste des documents. Ça l'est parfois banal ou parfois un peu bizarre. C'est juste des documents texte, mais tout est là. Tout est dans ces documents texte parce que sans ces documents texte, les équipementiers ne sauraient pas comment ils doivent implémenter leurs équipements pour que lorsqu'un utilisateur achète son ordinateur et qu'il branche le câble réseau, si le réseau est bien configuré pour lui fournir l'adresse IP, automatiquement, il va recevoir l'adresse IP. Si le réseau n'est pas bien conçu ou bien si la carte réseau est défectueuse au niveau conception, malheureusement, l'utilisateur ne pourra jamais bénéficier de cette carte réseau-là. Donc, vous voyez un peu l'importance, le rôle vraiment de l'IETF dans le développement de l'Internet. Si l'IETF n'était pas là, d'accord, on n'aurait pas pu avoir ce qu'on a aujourd'hui en termes de réseau, en termes de services que nous avons. Les services utilisent beaucoup, beaucoup les normes de l'IETF. On ne le voit pas, malheureusement, mais bon, nous, on se connecte juste, on tape l'adresse du site web et c'est terminé. Mais il y a beaucoup de travail technique qui se font en arrière-plan. Et ces ingénieurs, ces développeurs web, ces ingénieurs, ces administrateurs systèmes, aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de sécurité, ces architectes de sécurité, tout ça. Ils se basent sur quoi en fait? Ils se basent sur les standards de l'IETF. D'accord?
Et au niveau de l'ICANN en particulier, donc je reviens un peu sur l'ICANN, j'avais dit ces trois fonctions importantes, c'est l'attribution des noms dans la racine du système des noms de domaine, donc la gestion, le .com, le .org, le .africa, le .bj, le .td, le .ci, tout ça, d'accord? C'est au niveau d'ICANN que c'est défini. Et maintenant, on fait ce qu'on appelle de la délégation au pays pour ce qui concerne donc les codes des pays là, pour que le pays lui-même puisse gérer ça. D'accord? Deuxième chose, c'est donc les noms de domaine, enfin, c'est la façon dont ces noms de domaine-là vont être gérés. Donc, c'est tout ce qui concerne les politiques, d'accord, les règles qui vont être élaborées et qui devront être respectées par les différents acteurs pour que tout ça puisse fonctionner comme une machine bien huilée, où on sait qui doit faire quoi, dans quel cadre il doit le faire, ainsi de suite. La troisième chose, c'est vraiment les adresses IP, les numéros de système autonome et les numéros de port de protocole dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, de façon globale, on dit que ICANN travaille vraiment à la sécurité, la stabilité, la résilience, d'accord, et à maintenir le principe ouvert du système des noms de domaine et d'Internet, d'accord. Et puis, bien sûr, on a une large communauté à laquelle vous pouvez participer également, une très large communauté qui permet donc de façon transparente de pouvoir élaborer les politiques qui vont permettre de faire fonctionner tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails au risque de me répéter, de me redire ici, mais c'est déjà, je vais dire à peu près les mêmes choses que j'avais déjà dites. Et pour terminer, il y a quelques liens que je laisse ici pour ceux qui sont intéressés à rejoindre un peu la communauté ICANN. Donc, il y a quelques liens, vous pouvez les suivre. Si vous êtes nouveau et que vous voulez bien comprendre ICANN, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait à ICANN et tout ça, vous pouvez donc cliquer sur le premier lien qui va vous rediriger vers une page sur laquelle vous aurez pas mal d'informations liées à ICANN. ICANN dispose d'une plateforme en ligne de cours. Donc, comme je disais tout à l'heure, ISOC également fait de façon je vais dire périodique, délivre des cours à la communauté. Donc, nous aussi, on a une plateforme en ligne à laquelle vous pouvez aller vous inscrire juste et puis accéder aux cours et les suivre. Pour ceux qui sont intéressés aux publications techniques de l'ICANN, il y a pas mal je vais dire, de petits groupes au sein de l'ICANN, je vais le dire comme ça, de petits groupes au sein de l'ICANN qui gèrent donc les questions techniques. Sans rentrer dans trop de détails, d'accord, il y a quelques liens qui sont là. Mais également pour les utilisateurs lambda que vous et moi sommes, d'accord, vous pouvez également, vous avez votre voix à apporter, votre contribution à apporter. Et Dieu sait que nous avons beaucoup besoin de vous. Donc, par exemple, la communauté Afralo, c'est la communauté africaine des utilisateurs donc, de l'Internet, des organisations qui défendent et promeuvent l'utilisation de l'Internet. Et je vois Abdel Jalil qui est là dans le webinaire. Il est l'actuel secrétaire donc, de Afralo. Peut-être qu'il pourra donner quelques mots tout à l'heure si la coordination le permet. Et puis, toujours au niveau de ICANN, les utilisateurs non commerciaux, donc les utilisateurs lambda, il y a également un groupe d'utilisateurs que vous pouvez rejoindre là-bas. Tout comme si vous êtes plutôt intéressé par la gestion des adresses IP publiques et des numéros de système autonome sur le continent africain, vous pouvez donc rejoindre la communauté d'Afrinic. Donc, il y a quelques liens que j'ai également mis là, que vous pouvez aller parcourir et vous enregistrer sur la mailing list. C'est la fin de la présentation. J'espère que je n'ai pas été beaucoup trop long. J'espère qu'on a encore un peu de temps pour des questions éventuelles ou des contributions. Merci beaucoup et je retourne la parole donc à Bakary. OK, merci beaucoup, M. Yazid, pour cette présentation qui a été extrêmement brillante. Nous avons beaucoup appris par rapport à beaucoup de questions, par rapport à tout ce qui est identifiant de l'Internet, par rapport à IPv4, problème d'adressage, IPv6, par rapport au DNS, par rapport aux ASN également. Nous avons été
beaucoup édifiés par rapport à cette présentation. Nous profitons de l'occasion pour faire un coucou et un bonsoir à Madame Patorma, Aminata Sogoba, qui est conseillère technique au niveau du ministère en charge de l'économie numérique. Également, un bonsoir au directeur de la direction de l'économie numérique du Mali également. Nous faisons également un coucou à Abdul Jalil Bachar Bong depuis le Tchad, et puis à Salou Fani qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Également, notre présidente aussi, Madame Awa Diakité est là avec nous toujours. Donc, avant d'entamer la partie questions-réponses, on va donner 5 minutes de parole à Abdel Jalil pour nous parler un tout petit peu de l'ICANN et puis de Afralo. Abdel Jalil, si vous êtes en ligne, vous pouvez activer votre micro, nous dire juste quelques mots concernant Afralo au niveau de l'ICANN. Ok, merci beaucoup Bakary. Bonsoir à tout le monde. Et avant tout, toutes mes félicitations pour l'organisation de cette activité qui est vraiment importante et ça rentre dans le cadre de Afralo aussi. Et je remercie aussi Yazid, notre formateur international, l'homme d'action, l'homme qui est toujours là pour la communauté et toujours là pour partager ses expériences. Et merci à tous les participants. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, comme Yazid a expliqué, au niveau de l'Afrique, nous avons Afralo. Afralo qui est Atlas, qui fait partie de l'Atlas. Atlas, c'est l'organisation qui défend les utilisateurs de l'Internet, ou bien qui va porter la voix des utilisateurs de l'Internet au sein de l'ICANN. Et surtout en Afrique, nous avons Afralo, en Europe, nous avons Eralo, dans d'autres pays aussi, il y a les Naralo pour l'Europe, etc. Donc l'objectif d'Afralo est beaucoup plus de défendre et de porter la voix des utilisateurs Internet au sein de l'écosystème de l'ICANN. Donc actuellement, nous avons 69 ALS qui sont membres, qui sont présents dans 39 pays africains. Et au Mali aussi, il y a ISOC Mali qui est membre. Donc, nous avons des membres au niveau du Mali, si je ne me trompe pas. Et au niveau d'Afralo, nous avons 16 membres individuels et nous avons 3 membres observateurs. Donc, je pense que je vais vous envoyer les liens, comment rejoindre Afralo. Et nous organisons aussi des réunions conjointes de la communauté africaine à chaque fois, chaque réunion d'ICANN. Et nous allons drafter une déclaration commune africaine de la communauté africaine au sein de l'ICANN. Donc, je pense que c'est un espace de partage d'expériences, de renforcement des capacités. Nous avons beaucoup de webinaires qu'on organise, comme Yazid est en train de le faire. Nous le faisons aussi au sein de la communauté Afralo pour outiller nos membres pour qu'elles assimilent un peu l'écosystème de l'ICANN. Comme Yazid a dit, l'écosystème ICANN est vraiment costaud. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur qu'on peut apprendre, que ce soit un utilisateur. Donc, il n'y a pas de technique. On ne peut pas dire qu'uniquement on a besoin des gens techniques, les ingénieurs. Non, non, tout le monde. Les avocats, les élèves, les étudiants, les droits de consommateurs, ceux qui travaillent dans les droits de consommateurs. Donc, la porte est grandement ouverte. Donc, Afralo, c'est votre maison. Donc, venez à l'Afralo pour porter votre voix plus loin. Et si vous avez une association, vous avez la possibilité aussi de postuler pour devenir membre. C'est là où on appelle, dans notre jargon, on utilise beaucoup de jargon au sein de l'ICANN. Donc, on appelle ALS, quoi, Atlas Structure. Donc, vous êtes certifié, donc vous êtes membre de la communauté d'ICANN à travers Afralo et ALAC. Et en tant que membre individuel, si vous n'avez pas une association aussi, la porte est grandement ouverte pour vous. Donc, vous pouvez devenir membre individuel. Il y a un formulaire à remplir, plus facile. Et l'État va prendre les leads et, en collaboration avec les secrétariats. Et nous avons des membres qui sont observateurs. Donc, si vous voulez observer avant de s'engager en tant que membre individuel ou bien en tant qu'association. Donc, je pense qu'Afralo, votre maison, donc on demande tous les membres qui participent à cet atelier en ligne virtuelle. Donc, d'y rentrer sur le site web que je vais envoyer tout de suite et de trouver toutes les informations utiles donc, pour tous ensemble pour une Afrique numérique forte au sein de la communauté ICANN. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, s'il y a des questions, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Bachar, pour cette intervention. Comme il a dit, hein, nous avons besoin de tout le monde. Internet n'est pas qu'avec les techniciens, tout simplement. Parce que s'il n'y a que les techniciens et qu'ils développent les protocoles et autres, qui va les utiliser? Donc, s'il n'y a pas les techniciens également, nous, en tant qu'utilisateurs, comment est-ce qu'on va faire pour utiliser? Donc, nous avons besoin de tout le monde, que ce soit les techniques, que ce soit les juristes, que ce soit les commerçants, que ce soit les fabricants. On a besoin de tout le monde. Donc, nous demandons à tout un chacun vraiment de nous rejoindre au niveau de ces différentes organisations, que ce soit ISOC, que ce soit ICANN. C'est des organisations qui sont vraiment ouvertes à tout le monde et c'est des organisations qui contribuent aujourd'hui au développement de l'Internet. Je vois la main de la présidente, Madame la présidente, qui est levée. Madame, vous avez la parole. Allô, Awa, vous êtes là? Bakary, merci. Monsieur le Président, merci. Oh, Monsieur Zaïd, vous avez fait une très belle présentation et je pense que les participants ne vont pas regretter leur après-midi. Nous avons beaucoup appris, mais juste une petite contribution. C'est juste lui rappeler aussi que l'AGETIC a un AS number. Oui. En fait, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu mettre tous les numéros. Voilà, il y a beaucoup de AS numéros attribués au Mali qui existent. Et aussi à informer les participants que Isaac Madi est membre fondateur de Afralo. Super. Merci beaucoup. Et au secrétaire, beaucoup de courage et que nous allons continuer à œuvrer pour promouvoir Internet au sein de notre communauté au Mali ici, avec beaucoup de mobilisation et motivation à travers des conférences de pareilles conférences. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à notre vaillant président. Un infatigable. Avec toutes vos contributions. Merci. Okay. Daouda Malé aussi a levé la main. Monsieur Malé, vous pouvez activer votre micro et parler. Ok, merci beaucoup, Monsieur Piaté. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Daouda Malé, membre de ISOC Mali. Je salue M. Yazid par rapport à la qualité de la présentation donnée. Maintenant, j'ai deux petites questions auxquelles je voudrais avoir un peu d'éclaircissement, qui sont qu'est-ce qu'en est-il de la saturation des IPv4 ici en Afrique? S'il peut nous parler aussi des adresses IPv6. Et maintenant, lors du défilement des différents slides, j'ai vu une partie là où on parle de WIZ. Donc, je voudrais qu'il nous explique comment faire un WIZ. Merci. Merci beaucoup. OK. Monsieur Yazid, juste une motion. Avant de répondre à la question, j'aimerais qu'on donne la parole à Saliou Fani depuis la Côte d'Ivoire, qui nous suit également. Et puis après lui, son intervention, on va répondre aux deux questions. D'accord. Saliou, si vous êtes là, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonsoir, le du Bakary. Vraiment, ça me fait plaisir. Je félicite vraiment ISOC Mali. Puis je te félicite par rapport à ton courage. Tout ce que tu fais pour ISOC Mali, vraiment, tu es un exemple. On ne fait que suivre. Vraiment, félicitations à toute l'équipe. De plus, je tenais vraiment à remercier aussi Yazid, vraiment pour sa disponibilité au sein de la communauté. Parce qu'effectivement, il a toujours, comme Bachar l'a signifié tout à l'heure, il a toujours vraiment il est tout disponible. Tout le temps, quand on contacte Yazid, vraiment, il est là. Et puis, tout le monde est vraiment très heureux. Puis aujourd'hui, ça me fait plaisir toujours d'apprendre de lui. Vraiment, félicitations. Maintenant, je tenais, comme c'est Daouda Malé, le président, a posé des questions tout à l'heure. Moi, je voulais vraiment comprendre un peu l'ASN. La partie de l'ASN, j'étais plus concentré là-dessus. Et puis, le WIZ. Mais, compte tenu du temps, vous avez essayé à avancer. Donc, je voulais, si c'était possible, c'est une doléance, je ne sais pas si les documents seront partagés, afin de nous permettre aussi de mieux approfondir et puis de rentrer en contact avec vous, le président Bakary, pour plus d'explications plus tard, quoi. Vraiment, félicitations. Vraiment, ça a été vraiment... Je sais que j'ai appris beaucoup. Merci infiniment. Merci, et salut tous les amis au Mali d'Eva.
Que la paix revienne au Mali plus tôt. Merci beaucoup. Merci bien. Je rappelle que Salihou Fani est le président de FGI Côte d'Ivoire et c'est quelqu'un aussi qui fait vraiment bouger la communauté Internet au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, avant de continuer avec les questions, je pense qu'il y a déjà des questions qui se rejoignent. Il y a la question de Wiz qui est revenue à 2 reprises. Il y a Malé qui l'a posée et puis il y a Salihou aussi qui vient d'en poser également. Et puis, Salihou a également posé la question par rapport aux Haïtiens. Il veut en savoir davantage. Mais on va répondre aux 2 questions de Malé. Il parle de la saturation. Il demande où en est-il avec la saturation de l'IPv4 et il demande également de l'IPv6 et ensuite du quiz. Merci. Alors, donc, je vais commencer par l'IPv4. Effectivement, comme on l'avait déjà vu dans la présentation tout à l'heure, on a dit que IPv4, c'était le premier type d'identifiant IP pour pouvoir donc connecter chaque équipement à Internet. Et on a vu qu'à un moment donné, au fur et à mesure que le réseau Internet grandissait, la communauté technique s'est rendue compte que les adresses IPv4 disponibles, ça peut se calculer, c'est autour de 4 milliards d'adresses IP, d'accord, routables sur Internet. Donc, ce n'est pas suffisant par rapport au nombre d'équipements qui sont connectés à ce vaste réseau des réseaux Internet, d'accord? Et souvenez-vous, ces 4 milliards, je vais revenir sur le slide. Je vais revenir sur le slide. Donc, c'est le slide où j'avais montré Liana qui distribue. Voilà. D'accord? Vous voyez donc, c'est ces 4 milliards que Liana gère. Et Liana coupe un peu à chacun des 5 registres Internet régionaux. Afrinic est le seul registre qui dispose encore d'adresses IPv4 publiques disponibles aujourd'hui. Les dernières statistiques, il y a eu Africa Internet Summit il y a quelques semaines, je pense qu'ils ont parlé de un peu moins de 1,8 milliard d'adresses IP. Non, qu'est-ce que je dis? Millions, pardon. Millions, je corrige. Un peu plus de 1,8 million d'adresses IPv4 publiques qui existent. 1,8 million, ça fait en fait des adresses IP individuelles. Donc, on ne peut pas avoir plus d'1,8 million d'ordinateurs qui seront, ou d'ordinateurs ou de téléphones, bref, peu importe, d'équipements qui seront connectés à Internet si ce pool-là finissait. C'est pour ça que IPv6 est né. Et au niveau de la communauté technique, on a poussé, enfin, ils ont poussé, je n'étais pas encore là en ce moment, ils ont poussé beaucoup pour que vraiment IPv6 soit adopté. Mais bon, sans rentrer dans les détails ici, parce que c'est vraiment toute une autre problématique là-bas aussi, il n'y a vraiment pas, je vais dire, l'implémentation d'IPv6 n'a pas vraiment suivi tel que les gens l'ont souhaité. Donc oui, au niveau de l'Afrique aujourd'hui, on a un peu moins de 1,8 million d'adresses IPv4 publiques disponibles chez Afrinic à distribuer pour les réseaux qui viennent en faire la demande. D'accord? Donc, c'est pour ça que, par exemple, Afrinic a demandé, et je pense que j'ai le lien, je peux vous le partager rapidement. Il y a 1 ou 2 pages qui parlent un peu de l'épuisement des adresses IPv4. Voilà, je suis en train de vous le partager. Voilà. L'épuisement des adresses IPv4 dans la région Afrique, au niveau d'Afrique. Et puis, vous avez certaines statistiques qui sont là. Vous pouvez y aller sans problème. Donc, j'espère que j'ai pu répondre par rapport à la première question. La deuxième question parle de Whois. Donc, Whois, c'est un protocole, en fait. C'est un protocole qui s'utilise beaucoup plus en ligne de commande et qui permet d'obtenir des informations. D'accord? Le but du Whois, c'est d'obtenir des informations sur les noms de domaine ou sur les adresses IP. D'accord? Donc, vous voulez avoir des informations, bon, jusqu'à un certain passé, on pouvait même avoir les informations, le nom du propriétaire, le numéro de téléphone, etc. Mais à cause du GDPR, depuis quelques 3 ans maintenant,
il y a certains champs qui sont cachés. D'accord? Mais quand vous partez, par exemple, au niveau d'Afrinic, vous pouvez donc interroger le quiz d'Afrinic et voir qui est le propriétaire d'une adresse IP. D'accord? Imaginons, par exemple, qu'une adresse IP ait été, je dis n'importe quoi, vous êtes en train de faire la maintenance de votre serveur. Donc là, je parle un peu plus aux techniciens. Et vous vous rendez compte qu'il y a une adresse IP qui a tenté 2000 fois de se connecter par SSH à votre serveur hier nuit. D'accord? Vous voyez l'adresse IP, mais vous voulez savoir qui est le propriétaire. Cette adresse IP appartient à quel ASN, à quel réseau, à quel opérateur. D'accord? Qui est-ce que vous pouvez contacter pour avoir des informations supplémentaires? Donc, vous pouvez faire un quiz sur cette adresse IP-là. Et le quiz va interroger la base de données quiz donc de Afrinic ou bien d'un autre registre. Je vous ai dit, il y a 5 registres dans le monde. Chacun d'eux a sa base quiz et puis va vous retourner donc les informations. Si vous voulez, on peut passer en ligne de commande et je vais vous faire un exemple de quiz tout de suite et puis vous allez voir. Ça renvoie juste des informations sur le réseau, le nom de l'opérateur, peut-être l'ASN, qui est le contact technique, qui est le contact administratif. Et parfois, les informations peuvent varier d'un quiz à un autre, etc. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est à peu près la même chose pour les noms de domaine aussi. Donc, vous voulez connaître, par exemple, où est-ce qu'un nom de domaine a été enregistré, auprès de quelle structure le nom de domaine a été enregistré. Donc, vous pouvez faire un quiz sur le nom de domaine et puis vous allez également obtenir les informations du quiz. Donc, c'est vraiment le quiz, ça aide vraiment pour les ingénieurs, les administrateurs à faire des investigations. Aujourd'hui, beaucoup de, je ne sais pas s'il y en a chez vous au Mali, enfin, l'autorité de lutte contre la cybercriminalité, ces choses-là. Donc, chez nous au Bénin, par exemple, c'est un service spécialisé de la police. Voilà un peu le genre de formation qu'on leur fait au sein de la communauté pour leur faire comprendre comment est-ce qu'ils peuvent mener des investigations donc sur Internet pour comprendre d'où est-ce qu'une attaque provient, qui est le propriétaire de telle adresse IP, etc. etc. J'espère que j'ai apporté des éléments de réponse. OK, merci beaucoup, Yazid. La question de l'ASN a été répondue? OK. Par rapport à l'ASN, donc, comme je disais tout à l'heure, je vais revenir sur le slide de l'ASN. Je pense qu'on avait montré, par exemple, au niveau du Mali, quelques opérateurs. Voilà, d'accord? Donc, on a dit, si vous voyez un peu le graphe de droite, d'accord, c'est l'évolution du nombre d'ASN qui forment Internet aujourd'hui. D'accord? Et comme on l'a dit tout à l'heure, Internet, c'est le réseau des réseaux. Donc, c'est plusieurs réseaux qui sont interconnectés ensemble pour former le grand Internet. Et ces réseaux-là sont des réseaux qui sont autonomes. D'accord? Souvenez-vous, en introduction, sur un slide, on a dit que c'est des réseaux qui sont autonomes, qui sont gérés par leurs administrateurs. Mais quand vous acceptez ou vous décidez de vous connecter, de connecter votre réseau à Internet, donc vous allez faire des configurations, par exemple, et dans cette configuration, on a besoin de connaître le numéro de votre réseau, d'accord? Parce que sur Internet, les réseaux sont identifiés par des numéros. C'est un peu comme quand je fais le plus 225, donc là, je tombe en Côte d'Ivoire. Et je ne connais plus je vais rapidement tricher en regardant un peu dans mon répertoire téléphonique pour voir un peu les numéros qui sont Côte d'Ivoire. Donc, je vois le 48, je vois le 08, je vois le 78, je vois le 47, le 03, le 08, le 77. Saliou est là, il peut me dire, lui connaît par exemple quel opérateur j'ai le 77. Quel opérateur j'ai le 48, quel opérateur j'ai le 03, ça, le 47. Orange Côte d'Ivoire. Ah, tous ben commençant voilà. par 07, tous les chiffres commençant par 07, 08, 09, ça c'est Orange Côte d'Ivoire. D'accord. Commençant par 01, 02, 03, oui. Ça c'est Move Côte d'Ivoire. OK. Maintenant, commençant par 05, 06, oui. et puis 04, ça c'est MTN Côte d'Ivoire.
Ah, super. Voilà. Donc, c'est pour faire juste une similitude. Hein. C'est à peu près de la même manière que sur Internet, on a besoin de connaître, attention, je vois ce numéro de système autonome, je sais que c'est MTN Côte d'Ivoire. D'accord? Je vois ce numéro de système autonome, je sais que c'est la Sotelma parce que c'est le numéro de système autonome 21271. Quand je vois des paquets avec un numéro de système autonome 37776, je sais que c'est l'autorité de régulation du Mali. D'accord? 40528, c'est ICANN. D'accord? Google a son numéro de système autonome, Facebook a son numéro de système autonome, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans chaque pays aussi, j'ai vu plus d'une quinzaine de numéros de système autonome, par exemple pour le Mali. D'accord? Mais je n'ai pas voulu tout lister ici. Le Sénégal, j'ai vu Olivier qui est là parmi nous. Le Tchad, ils ont également leur numéro de système autonome. Donc, chaque réseau qui a ce qu'on appelle des préfixes d'adresse IP publique pour se connecter à Internet a donc son numéro de système autonome. Et c'est ce numéro-là qui l'identifie sur Internet. Ce n'est pas le nom de l'opérateur qui importe vraiment. C'est d'abord le numéro de système autonome auquel est associé maintenant le nom de cet opérateur-là. Donc, AMRTP, par exemple, sur Internet, ne signifie pas grand-chose. Mais quand vous dites AS37776, là, vous savez que, attention, vous êtes en train de parler d'un réseau qui est connecté à Internet et c'est un réseau qui provient du Mali, en fait. D'accord? Quand vous parlez de AS30985, oui, ça a de la signification pour les ingénieurs réseau qui font du routage, qui font l'interconnexion des réseaux. D'accord? Ça a beaucoup de signification. Mais si vous lui dites Orange Mali, tout simplement, il ne va vraiment pas comprendre. Il ne va vraiment pas comprendre. Mais dès que vous lui dites AS30985, oui, là, tout de suite, il comprend. Et souvent, on parle des incidents de routage. D'accord? Vous avez certainement ou vous aurez certainement entendu parler des incidents de routage. Alors, ce qui se passe, c'est que comme c'est ces numéros qu'il faut utiliser pour faire les configurations, pour s'interconnecter, d'accord, à d'autres opérateurs pour aller sur le grand Internet. Souvenez-vous, on avait parlé tout à l'heure de peering, d'accord, et de transit. Donc, quand vous voulez faire le transit, par exemple, ou même quand vous voulez faire le peering, c'est ces numéros-là qu'on utilise justement pour dire, je configure mon réseau pour pouvoir faire du transit avec, par exemple, France Télécom ou avec Main One ou bien avec un autre gros opérateur comme Google ou bien Net One, etc., etc. D'accord? Donc, c'est un peu ça. C'est ces numéros qu'on utilise pour faire la configuration, pour s'interconnecter en fait à Internet. Maintenant, en fait, en configurant ces numéros de système autonome, on configure en même temps les adresses IP publiques qui sont les vôtres. Il peut arriver des erreurs où on peut le faire aussi en toute conscience. Ça, c'est un autre domaine encore de l'Internet. C'est aussi un autre domaine, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là maintenant. J'espère que j'ai pu mieux répondre donc, pour ce qui concerne les numéros de système autonome. Ça peut aller? OK. Yazid, pour cet éclaircissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si quelqu'un d'autre veut intervenir. Oui, il y a Olivier Kouami depuis le Sénégal. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Bonsoir, Bakary. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Merci beaucoup. Je suis arrivé, j'ai pris le train en retard. Mais c'était juste pour vous féliciter pour ISOC Mali, pour votre action dans la communauté de l'ISOC. Les activités que vous menez, ça se reflète sur toutes les plateformes des parties prenantes de la gouvernance de l'Internet, de l'ICANN jusqu'à l'ISOC. Et puis, juste apporter un complément d'information à ce que Yazid vient de dire. Les systèmes autonomes sont très, très importants, justement, dans le bon fonctionnement de l'Internet, parce qu'il faut des accords, justement, de peering, des accords
d'appairage, des accords de transit entre les opérateurs et c'est à travers les systèmes autonomes que ça se fait. C'est pour cela que le programme actuellement au niveau de l'ISOC, qui s'appelle le MAN-RS, est très important et très utile à connaître. L'ISOC a fait un gros travail en ce moment à partir des cours sur le mode de fonctionnement du réseau Internet, les systèmes de cryptage, le MAN-RS. Voilà des domaines qu'il faut encore plus comprendre parce que maintenant, l'Internet se comprend plus. Lorsque vous comprenez le mode de fonctionnement du réseau Internet, vous comprenez pourquoi il faut effectivement des organisations autonomes pour gérer ce bien commun qui est devenu Internet. Donc, c'était juste pour vous dire un coucou et que le Sénégal vous soutient et vous suit de près. Et félicitations à ISOC Mali pour tout le travail que vous faites. Je vois passer vos articles dans le journal de la LAC chaque mois, à chaque édition. Les activités que vous menez, vraiment, c'est très encourageant. Et je vous souhaite donc bon vent et à très bientôt. Merci Yazid pour ton engagement. C'est un ambassadeur, Merci Yazid. Olivier. Merci Olivier. Merci Avant Olivier. d'arriver là, il Merci était beaucoup, Olivier. Merci vraiment pour ces mots d'encouragement. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres intervenants? Oui, Moussa B. Sidibé. On va essayer d'aller un peu plus vite. Oui, bonsoir. Je me demande si je serai aussi audible. C'est juste remercier tous ceux qui ont participé justement et remercier vraiment tout le monde. Donc, moi, j'ai vraiment compris, j'ai beaucoup apprécié justement. C'était ça, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres intervenants? Oui, Président. Oui. Et moi, c'est Zoumana Berté, secrétaire général de l'ASOC Mali. Et je remercie beaucoup Aziz. Je remercie tout le monde qui se sont joints à nous pour la bonne marche de ces webinaires qui étaient tant attendus chez nous ici au Mali. Vraiment, nous sommes contents, trop contents ce soir pour la réussite de cet événement. Merci beaucoup. Merci Zou. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir? Trop content, ça va bien. Hein? On a déjà fait 1h30. S'il n'y a pas d'autres... Attends. Daouda, vous revenez encore? Oui. OK, allez-y rapidement. Ah, d'accord. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, M. Kouyaté. Je voudrais demander à Yazid, comme il a parlé des RGPD, c'est-à-dire les règlements de protection des données à caractère personnel, et maintenant, je voudrais savoir, est-ce que présentement, il y a un projet en Afrique qui cherche à harmoniser les textes concernant la régulation du cyberespace? Est-ce qu'il y a un projet qui vise à élaborer un code unique ou bien un code dans lequel tous les décrets ou bien les lois peuvent se retrouver, avec laquelle on peut travailler pour vraiment fixer les différents règlements sur l'Internet. Merci. Merci beaucoup pour la question. Alors, le RGPD, donc le règlement général pour la protection des données à caractère personnel, c'est beaucoup plus, donc, je vais dire l'encadrement des données à caractère personnel des citoyens européens ou vivant sur le territoire européen. Donc, citoyen européen peut ne pas être vivant sur le territoire. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau africain, chaque pays est beaucoup plus dans une démarche actuellement d'adoption de lois pour la protection des données à caractère personnel.
Malheureusement, on est dans un contexte où il y a certains pays qui ne disposent pas encore de cadre qui réglemente donc le traitement des données à caractère personnel des citoyens. Mais surtout, je vais dire comment l'entêtement de l'Europe a vraiment créé un peu le déclic au niveau donc du monde entier pour aller vers cette démarche-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de textes qui se discutent au niveau sous-régional et même régional, donc de la CEDEAO et même au niveau de l'Union africaine, mais je n'ai pas vraiment connaissance pour la partie des données à caractère personnel. J'avoue que je n'ai pas les informations à jour par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a des discussions en cours pour une adoption, on va dire, globale. Mais la tendance actuelle qui se constate, c'est vraiment que chaque pays est en train de se doter du cadre réglementaire pour la protection des données à caractère personnel. Par contre, il y a déjà, et ça, c'est le moment de le dire, que l'Afrique a été quand même un peu à l'avant-garde pour certains sujets, comme par exemple la cybercriminalité, la cybersécurité, où on parle de convention de Malabo, par exemple, qui existe depuis quelques années, mais bon, il y a encore quelques retards au niveau de la ratification des pays. Donc, ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui est un peu différent par rapport au format entre l'Union européenne et chez nous. Chez nous, c'est beaucoup plus des discussions, oui, au niveau macro, mais ensuite, il faut que les pays ratifient. Mais là-bas, en tout cas pour ce qu'on a vu du RGPD et de beaucoup d'autres lois, c'est vraiment l'Union qui prend, je vais dire, à bras le corps la problématique et qui définit donc un ensemble de lois qui sont applicables à l'ensemble des pays, donc mais comme je l'ai dit, je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations par rapport aux points particuliers liés à la protection des données à caractère personnel. Merci. OK, merci beaucoup, Yazid. Ce que je pourrais ajouter par rapport à ça, je pense que la convention de Malabo aussi, qui va dans ce sens-là, qui va dans ce sens-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont ratifié. Sur les 55 pays du continent, je pense qu'il y a 25 seulement qui l'ont adopté. Et puis, je crois, si mes informations sont bonnes, il y a uniquement 14 seulement, je crois. Non, il y a seulement 8 pays qui l'ont ratifié sur le continent. Donc, le travail continue au niveau des autres pays pour que les autres gouvernements puissent également ratifier. Donc, je crois que cette convention va dans ce sens-là. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gouvernements qui ne l'ont pas ratifié. OK, on va progresser, on s'achemine vers la fin. Il y a Olivier qui a toujours la main levée. Ah, OK. D'accord, la main est descendue. Oui, si tu permets, je peux ajouter juste un mot sur le RGPD. Oui, vas-y, Olivier, vas-y. Merci, Bakary. Alors, le RGPD, c'est le règlement général européen qui a été proposé par le Conseil de l'Europe, que ça s'appelle, l'organisme de l'Union européenne qui s'occupe de ça. Et c'est arrivé seulement en 2018, alors que la Convention de Malabo, qui est la Convention sur la cybersécurité et la protection des données, date de l'année 2014. Donc, c'est une convention qui a latissé large, qui a vu au-delà des problèmes de cybersécurité, les problèmes de protection des données déjà. Mais ils ne sont pas allés aussi en profondeur que le Conseil de l'Europe a été. Et c'est ce qui fait que nous ne nous rattrapons pas encore. Mais ce que le règlement général européen propose impacte tous ceux qui ont des relations commerciales, particulièrement avec l'Europe. Et comme en Afrique, nous traitons beaucoup avec l'Europe, obligatoirement, nous sommes obligés de respecter également le RGPD. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Olivier.
Ok, merci beaucoup Olivier pour ce complément d'information. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres mains levées. Ok, bien. Ok, je pense qu'on va essayer de s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un premier webinaire, mais ce n'est pas un dernier, parce que nous avons dans le programme un certain nombre de webinaires sur une série de questions. Donc, nous remercions très sincèrement et très franchement M. Yazid pour sa disponibilité, parce qu'il a quitté un webinaire à peine il a terminé ce dernier, il a commencé le nôtre. Donc, pour vous dire en combien il est engagé vraiment au niveau du continent. Ambassadeur plénipotentiaire. Bien sûr, vraiment, hein, qui est jour et nuit vraiment en train de former, en train d'édifier la communauté. Nous remercions également Abdel Jalil depuis le Tchad, Salih Fanny depuis la Côte d'Ivoire et vous-même, Monsieur Olivier, depuis le Sénégal. Vraiment, le combat continue, nous menons le même combat et chacun a sa place dans ce combat. C'est ça qu'on a dit du début du webinaire, qu'on soit technique ou bien qu'on soit commerçant, qu'on soit... tous les utilisateurs de l'Internet ont leur place dans ce combat et c'est ensemble qu'on pourra le gagner. Donc, nous remercions très sincèrement tout le monde pour le temps que vous avez pris pour participer à cet important webinaire. Et nous vous disons à bientôt pour les prochains webinaires. Comme on l'a dit, nous avons une série de webinaires. Bientôt, il y a beaucoup de petites questions qui ont été soulevées, mais qui n'ont pas été approfondies, telles que le DNS. Donc, nous aurons des sessions spéciales, je m'excuse, sur le DNS également avec Yazid. Mais on va voir quand est-ce qu'on pourra le forcer, sinon le prendre pour qu'il puisse nous animer ça avec tous ceux qui vivent sur le continent. C'est vraiment pas facile. Donc, Yazid, si vous avez un dernier mot pour clore la session. Merci beaucoup, Bakary. Encore une fois, ce fut un réel plaisir de faire cet échange, d'écouter toutes les contributions, les belles questions. Si j'ai deux, je vais dire, recommandations ou deux suggestions, c'est vraiment une, que les opérateurs au Mali, la communauté au Mali se mobilisent pour aller, en tout cas, faire les réservations d'adresse IPv4 pendant qu'il est encore temps au niveau donc, de la communauté d'Afrinique. Je ne sais pas si ISOC Mali peut mener également une démarche à ce niveau pour aller sensibiliser les opérateurs parce que malheureusement, un constat qu'on a effectué, ça c'était vraiment un combat qu'on menait déjà depuis longtemps. Nos opérateurs ne sont souvent pas présents aux réunions d'Afrinique, donc ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. C'est quand ils ont juste besoin d'adresses IP qu'ils s'adressent à Afrinique. Dès qu'ils obtiennent leurs adresses, ils se retournent. Alors que les utilisateurs en ont besoin. À travers cette présentation, on a compris combien les adresses IP sont un enjeu important au développement d'un réseau. Donc, je voudrais vraiment vous solliciter pour mobiliser les opérateurs pour aller les sensibiliser pour qu'ils aillent faire des réservations d'adresses IPv4 pendant qu'il est encore temps parce que c'est devenu un enjeu. Certains vont même réserver alors qu'ils ne sont pas des opérateurs africains, par exemple. Et deuxième chose, c'est vraiment comme on l'a dit avec toutes les interventions, Bacha, Olivier, Saliou, on a vraiment besoin de tout le monde pour contribuer de sa manière à la communauté. Que vous vous intéressiez aux adresses IP, que vous vous intéressiez au nom de domaine ou à d'autres aspects du fonctionnement d'Internet, vous êtes la bienvenue. Rapprochez-vous de l'un des devanciers et il vous guidera certainement avec plaisir. Merci beaucoup et puis à très, très bientôt. OK. Merci beaucoup, Yazid. Merci à tous. Nous vous souhaitons un bon après-midi et nous allons vous envoyer à travers nos canaux conventionnels de communication la présentation que l'on va récupérer avec Yazid et également les liens qui ont été envoyés dans le chat. Nous allons les partager avec tout le monde pour que vous puissiez aller là-dessus et voir toutes les informations qui sont nécessaires pour la compréhension complémentaire de tout ce que vous avez appris ici. Donc, sur ce, on va s'arrêter là et nous remercions tout le monde et bonsoir à tous. Merci, Isaac Malé, du Kéré. Merci bien. Au revoir.
Bakary, félicitations. Bye. À la prochaine. Merci. Salut à tout le monde. Salut, Bachar. Merci. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bakary, viens là-bas. Hein? Je t'attends, mon frère. Tu es le bienvenu. C'est bon. Madame Berthier, c'est notre branguet. Mais salut, là, je serai jaloux. Hein. Oui. Salut, je serai jaloux. Je serai ta marraine. Yazid, salut notre beau-frère. Effectivement, parce que mon épouse vient du Mali. Elle veut me dire la vérité. Elle vient de Gao, elle est Maïga. Elle a une femme qui vient de Gao? Oui, elle vient de Gao, elle est Maïga. Oui. Ok. Je suis sa marraine. Ah, il y a pas de problème. Ok, voilà, félicitations. Merci, madame, vraiment d'être là avec nous. Oui, c'était très intéressant. Merci à Yazid, merci à tous nos frères de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Sénégal, Olivier. Vraiment, les contributions étaient de taille. Merci. Yazid. Oui. Je te reviens après. Hein? Il n'y a pas de souci. Il faut qu'on triche au Bakary. Ça va. Non, rassure-toi, on avait déjà commencé avant Bakary. Après, tu as fui. Tu allé au Sénégal, tu es venu avec une nouvelle formule plus fracassante. Tu as fui pour aller au Sénégal, tu allé au Mali. Maintenant, on va te récupérer ces temps-ci. Ah bon? Merci. Oui. Ça va, il n'y a pas de Bakary. Je suis là. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. N'hésitez pas du tout. D'accord. Maintenant, on organise bientôt notre forum national, les forums sur la gouvernance. Oui. Eva m'en avait parlé. Il n'y a pas de problème. On organise l'école de la gouvernance. Après, l'école de la gouvernance est du 1er au 3 septembre. Et puis le forum national du 7 au 8 septembre. Et puis le 10 septembre, c'est le forum des jeunes sur la gouvernance. Donc, on a besoin de vous tous vos soutiens, les experts, pour pouvoir animer le panel. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci bien. Merci beaucoup, les amis.